C'était il y a 60 ans, le 11 février 1961, était créée à Madrid l'OAS, organisation de l'armée secrète, qui allait regrouper les ultras de l'Algérie française dans la lutte armée et les attentats. Nous sommes en compagnie d'Olivier Dard, professeur à la Sorbonne et auteur du livre Voyage au cœur de l'OAS, publié chez Perrin. Olivier Dard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, pourquoi l'OAS est-elle créée à ce moment-là, en février 61 ? On sait déjà depuis 1 an et demi, et son discours sur l'autodétermination du 16 septembre 1959, que De Gaulle ne veut pas de l'Algérie française. Oui, alors simplement, l'OAS est créée en janvier-février 1961 parce que, après le procès des barricades, où deux de ses protagonistes principaux, Pierre Lagaillarde et Jean-Jacques Suzini, sont partis en Espagne, où ils ont retrouvé Salan, ils décident, les uns et les autres, après moult discussions, de lancer cette organisation armée secrète, qui montre bien, d'une part, la référence à la résistance de la Seconde Guerre mondiale, l'armée secrète, et la volonté, effectivement, de bâtir une nouvelle structure qui serait différente, évidemment, de celles qui ont été dissoutes précédemment. Alors justement, vous avez parlé des deux fondateurs, Jean-Jacques Suzini et Pierre Lagaillarde. Quels sont leurs profils ? Alors, Jean-Jacques Suzini et Pierre Lagaillarde ont en commun d'avoir été l'un et l'autre à la tête des étudiants d'Alger, Pierre Lagaillarde avant Jean-Jacques Suzini, et d'avoir été des militants tout à fait actifs de l'Algérie française, députés d'ailleurs pour Pierre Lagaillarde, et d'avoir joué un rôle essentiel dans l'affaire des barricades de janvier 1960. Alors justement, l'OAS est créée à Madrid. A-t-elle des liens avec le régime de Franco ? Alors, des liens directs, non, mais il est clair que les franquistes sont évidemment tout à fait au courant de ce qui est en train de se tramer. Et c'est d'ailleurs le beau-frère de Franco, Sounière, qui va aider Suzini et Salan à partir, à quitter Madrid pour rejoindre le putsch d'Alger en avril 1961. Mais les dirigeants de l'OAS se font de très sérieuses illusions sur l'appui que pourrait leur apporter le régime de Franco, qui, tout en soutenant à certains égards leur combat, ne veut nullement rompre ses relations avec le pouvoir officiel français, le pouvoir du général de Gaulle. Alors justement, il y a 3 OAS, l'OAS Alger, l'OAS Métro et l'OAS Madrid. Est-ce que ces 3 groupes sont coordonnés ? Alors, c'est compliqué, parce que ce qu'on peut considérer, c'est que l'OAS est au fond une sorte de nébuleuse territorialisée. La principale, c'est Alger, mais n'oublions pas d'ailleurs Oran. Alger, l'OAS, effectivement, commence à mettre en place un certain nombre de tracts ou de bombages un petit peu avant le putsch d'Alger, mais c'est vraiment au lendemain du putsch, en mai 1961, que cette OAS se met en place. C'est le premier lieu, et c'est le lieu absolument essentiel. Du côté espagnol, Pierre Lagaillarde, qui n'a pas voulu rejoindre Alger, va essayer de lancer effectivement une OAS espagnole, une OAS Madrid, qui va très rapidement échouer. Et d'ailleurs, Franco va, à l'automne 1961, mettre en résidence surveillée ses principaux responsables. Et quant à l'OAS métropolitaine, c'est une idée de l'OAS d'Alger qui envoie en métropole, en juin 1961, Pierre Sergent, pour créer un certain nombre de réseaux en métropole. Donc ce sont davantage, si vous voulez, des structures emboîtées, plus ou moins d'ailleurs, qu'une organisation organisée sur un mode très vertical. Alors justement, ça fait 60 ans jeudi qu'était créé l'OAS, le 11 février. Le premier attentat de l'OAS, c'est dès le 31 mars, l'assassinat du maire d'Évian, où seront signés les accords du même nom 1 an plus tard, Camille Blanc, pour avoir accueilli les négociateurs. Oui, mais alors, si vous voulez, on est, à ce moment-là, dans une histoire de l'OAS qui commence, j'allais dire, sans avoir véritablement commencé. Je dirais que les premiers grands attentats, les premières grandes opérations, on va les trouver en mai-juin 1961, avec en particulier l'assassinat du commissaire Gavouri, Oui. Voilà, qui est la première véritable opération ponctuelle, c'est-à-dire au fond exécution sommaire, décidée par l'état-major et menée à bien par les commandos Delta et notamment Roger de Gueldre. On va en parler justement 1 mois plus tard, c'est le putsch d'Alger.
le 22 avril 1961. L'OAS joue-t-elle un rôle dans ce putsch? Non. Très sincèrement, non. Le putsch est d'abord une opération militaire et les militaires tiennent jalousement à, j'allais dire, leur précaré, leur hégémonie sur ce putsch, aux grandes dames d'ailleurs des civils, ce qui explique que en mai 1961, quand l'OAS se met en place, un certain nombre de civils veulent avoir voix au chapitre. Et une forme de rééquilibrage s'opère lorsque l'OAS se crée entre militaires et civils, sachant que la figure du général Salan est quand même la figure tutélaire. Justement, après le putsch, deux généraux putschistes, Salan et Jouhaud, jouent un rôle important dans l'OAS. Oui, mais alors, ils vont jouer un rôle important, mais un rôle plus tardif que la création, ou plutôt que la deuxième création elle-même de mai 1961. Parce que Jouhaud et Salan sont pris en charge dans la Mitidja par un personnage tout à fait curieux, Robert Martel, dit le Chouan de la Mitidja, qui est un ancien militant de l'Algérie française, et l'OAS se met en place sans eux. Et ce n'est véritablement qu'au fin juin, juillet, que Salan, finalement, qui a repris contact, comme Jouhaud d'ailleurs, prend toutes ses responsabilités dans l'OAS, Salan à Alger, Jouhaud à Oran. Alors justement, il y a des dizaines d'attentats avec des centaines de morts. Le pouvoir utilise des barbouzes pour liquider les membres de l'OAS. Est-ce une guerre civile au sein de la guerre d'Algérie? Alors, il y a effectivement plusieurs guerres dans la guerre d'Algérie. Il y a en particulier une lutte extrêmement dure entre l'OAS, ses commandos, et effectivement ces fameux barbouzes qui, pour l'OAS, sont évidemment des ennemis à abattre. Ce que d'ailleurs elle va faire sur Alger, quand les barbouzes débarquent, il y a un certain nombre de faits tout à fait spectaculaires d'attentats contre des villas de barbouzes, où un certain nombre d'entre eux sont décimés par des attentats à la bombe. Mais ce que je voudrais indiquer par rapport aux barbouzes, c'est que l'état-major de l'OAS lui-même, et Godard, se demande dans quelle mesure les barbouzes ne sont pas aussi une forme de leurre. Car il y a d'autres policiers gaullistes qui travaillent dans la lutte anti-OAS, en particulier la mission C, et qui vont réussir progressivement à infiltrer l'organisation. Alors justement, les attentats révulsent les métropolitains, mais quelle est la position des Français d'Algérie par rapport à l'OAS? Alors, les attentats, effectivement, révulsent les métropolitains, mais les Français d'Algérie sont dans une situation tout à fait différente. Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un appui massif de cette population à l'OAS, bien entendu, mais il peut y avoir une forme de soutien tacite, et j'ajouterais que l'expérience, le rapport aux attentats des populations d'Algérie, et notamment des Européens d'Algérie, est tout à fait différent. Ils sortent depuis 1954-55 de plusieurs années d'attentats FLN récurrents. Et donc, là, le terrorisme que va mettre en place l'OAS pour lutter contre celui du FLN est quelque chose qui relève du quotidien de ces populations, en rappelant que les attentats de l'OAS ne doivent pas faire oublier ceux du FLN et qu'on a une espèce de lutte, en quelque sorte, par attentats interposés entre les deux organisations. Alors justement, les 4 derniers fusillés de l'histoire de France sont 3 membres du commando Delta dont vous avez parlé. Un des commandos de l'OAS, Roger de Gueldre, Claude Pieffs et Dovcar pour l'assassinat du commissaire Gavoury, et Bastien Thierry pour l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle. Bastien Thierry, c'est une question récurrente, était-il membre de l'OAS? Non, pas véritablement. C'est-à-dire que l'attentat du Petit Clamart est organisé par une structure dominée par la figure de Bastien Thierry qui s'est construite relativement en marge de l'OAS. Au moment où l'attentat est perpétré, l'OAS est considérée comme vaincue. Il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de participants de cet attentat au Petit Clamart, la Tocnay et quelques autres, ont été des militants de l'OAS, des combattants de l'OAS. Mais, soyons clairs, ce n'est pas l'OAS, c'est l'état-major de l'OAS Alger qui avait décidé de l'attentat du Petit Clamart, puisque je rappelle que les commandos ont quitté l'Algérie en juillet 62, et que l'OAS est à ce moment-là, quoi qu'en pense le pouvoir, dans une situation déliquescente. Alors justement, l'OAS, c'est une organisation d'extrême droite, mais tous ses membres ne viennent pas de l'extrême droite. Alors, c'est une organisation d'extrême droite vue par ses adversaires. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un positionnement politique assigné à l'OAS. Qu'un certain nombre de ces militants, et notamment de ces dirigeants civils, comme Jean-Jacques Suzini, aient eu des accointances avec toutes les droites nationalistes, c'est une évidence. Mais beaucoup de militants de l'OAS, et notamment en Algérie, viennent dans l'organisation pour une raison simple.
lutter jusqu'au bout pour l'Algérie française. Ce qui permet de comprendre d'ailleurs qu'après, à la différence d'autres organisations terroristes, une fois son combat perdu, à quelques exceptions près, notamment Suzini, qui va mettre en place l'attentat du Mont Faron en 1964, la plupart des anciens, quand ils n'ont pas été arrêtés, vont progressivement se retirer du combat politique. Les attentats de l'OAS auront fait près de 2000 morts. Le dernier, ce sera en 1993, 30 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Jacques Roseau, un défenseur de la cause pied noir. Oui, alors j'avais même écrit un livre là-dessus, enfin pas un livre, un article là-dessus, effectivement. C'est un attentat qui est perpétré par, alors, un certain nombre d'anciens d'associations de pieds noirs, réputés effectivement être membres ou avoir été membres de l'OAS, mais j'ajoute d'emblée des membres tout à fait subalternes. Hein, car bien souvent, on a pu considérer que X ou Y était membre de l'OAS, sans véritablement être en mesure de le prouver. Il n'y a pas forcément une carte d'adhésion. Merci beaucoup Olivier Dard, professeur à la Sorbonne, auteur du livre, un excellent livre, Voyage au cœur de l'OAS. C'était il y a 60 ans, le 11 février 1961, était créée l'organisation de l'armée secrète. Merci pour nous avoir éclairés sur cette page de notre histoire. Merci à vous.